De 1917 à 1924, les boissons alcooliques ont été bannies dans tout le Dominion de Terre-Neuve et Labrador. Cette période de prohibition a été amenée par un mouvement de tempérance international qui prônait la consommation modérée ou l'abstinence totale d'alcool. Ces adeptes étaient convaincus que l'alcool était responsable de nombreux maux de la société, notamment de la violence conjugale, du chômage et de la pauvreté. Le mouvement de tempérance a gagné du terrain à Terre-Neuve et Labrador après 1950. Il était appuyé par plusieurs groupes, notamment les Sons and Daughters of Temperance, la Total Abstinence and Benefit Society, la Newfoundland Temperance League et la Women's Christian Temperance Union. Réagissant aux appels croissants pour la prohibition, le gouvernement de Terre-Neuve a déposé un projet de loi sur la tempérance en 1871. Cette loi autorisait la tenue de référendums locaux sur le bannissement de l'alcool à l'intérieur des limites des divers comtés électoraux. En vertu de la loi sur la tempérance de 1871, l'alcool serait effectivement banni dans un comté si sa prohibition était appuyée par les 2/3 de tous les électeurs admissibles. Cette interdiction ne viserait alors que le comté favorable à la prohibition plutôt que l'ensemble du Dominion. Les référendums locaux ont révélé un soutien massif pour la prohibition. À l'aube de 1915, presque toute l'île en dehors de St. John's avait voté en faveur de la prohibition. Les partisans de la tempérance ont alors réclamé du gouvernement qu'il interdise l'alcool dans tout le Dominion. Le 20 avril 1915, ils ont organisé 2 grandes manifestations à St. John's. Le WCTU a organisé un défilé durant la journée, tandis que l'Armée du Salut a tenu une assemblée durant la soirée. Plus de 3500 personnes ont participé à ces 2 événements. Dès le lendemain, le premier ministre Edward Morris a annoncé à l'Assemblée législative que le gouvernement tiendrait un plébiscite pour s'assurer que les électeurs désiraient la prohibition dans tout le Dominion. La date de ce plébiscite a été fixée au 4 novembre, soit 6 mois plus tard. En ce 4 novembre 1915, les électeurs ont eu à répondre à la question suivante. Appuyez-vous la prohibition de l'importation, de la manufacture et de la vente des spiritueux, du vin, de l'ale, de la bière, du cidre et de toute autre boisson alcoolique? Répondre oui signifiait voter pour la prohibition. Pour que la prohibition l'emporte, 2 conditions devaient être satisfaites. La majorité de tous les bulletins de vote devait la soutenir, et cette majorité devait aussi équivaloir à au moins 40% de tous les votants inscrits, sans égard au nombre de ceux qui participeraient au scrutin. En 1915, seuls étaient admissibles à voter les hommes de 21 ans ou plus qui vivaient sur l'île de Terre-Neuve. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, pas plus que les Labradoriens, même si le résultat du plébiscite devait s'appliquer à tout le Dominion. À l'issue du scrutin, moins de la moitié de tous les votants inscrits avaient participé au plébiscite, mais une forte majorité de ceux-ci avaient voté oui. Selon le Daily Star de St. John's, sur les 30 324 suffrages exprimés, 24 977 appuyaient le bannissement de l'alcool. Ce nombre représentait 40,6% de tous les électeurs admissibles dans le Dominion. Autrement dit, ce 0,6% qui avait remporté la prohibition ne représentait que 385 votes. L'entrée en vigueur de la prohibition a été fixée au 1er janvier 1917. Terre-Neuve n'était pas seule et de loin dans son appui à la prohibition, qui a été appliquée dans une large part de l'Amérique du Nord. En 1916, plusieurs provinces canadiennes l'avaient mise en œuvre, notamment l'île du Prince-Édouard, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta et l'Ontario. Avant 1919, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique, le Yukon et le Québec les avaient imités. Les États-Unis institueraient leur propre prohibition en 1920.
Le 1er janvier 1917, Terre-Neuve et Labrador est devenu un dominion sobre. Les tavernes ont fermé leurs portes et la consommation de toute boisson contenant 2% ou plus d'alcool est devenue illégale, sauf dans quelques cas. Ainsi, l'alcool pouvait encore être utilisé à des fins religieuses, comme pour la communion, et les médecins pouvaient en prescrire pour des raisons médicales. Autrement, toute personne trouvée en possession d'alcool s'exposait à une amende de 100 à 500 $ ou à un maximum de 3 mois de prison. Au début, les journaux ont relevé que la prohibition avait amené une baisse de la criminalité. Mais il est vite devenu évident que la nouvelle loi était ouvertement défiée et que de nombreux citoyens buvaient illégalement, recourant à 4 stratégies pour se procurer de l'alcool. La première passait par les médicaments brevetés. Appelés dope dans le langage populaire, il s'agissait de produits en vente libre qui contenaient de petites quantités d'alcool, notamment les sirops contre la toux, les toniques capillaires, les additifs médicinaux et les extraits aromatisants. Les plus populaires à Terre-Neuve et Labrador étaient un supplément vitaminique appelé Beef Iron and Wine et divers aromatisants, notamment l'extrait de vanille et l'essence de citron. La force constabulaire de Terre-Neuve a remarqué que les médicaments en vente libre devenaient un problème sérieux. En 1919, les policiers ont appréhendé 228 personnes accusées d'ivresse et de désordre public. 160 de ces cas étaient attribués à la dope. L'année suivante, le nombre d'arrestations atteignait 276 personnes, dont 198 étaient intoxiquées aux médicaments. Durant ces 2 années, 70% des arrestations liées à l'ivresse ont été associées à la dope. Une autre façon dont les gens ont cherché à circonvenir la prohibition a été de produire leur propre alcool. Au moyen d'alambics illégaux, ils arrivaient à condenser des breuvages à faible taux d'alcool en boissons plus fortes. Ces alcools de contrebande, en plus de contrevenir à la loi sur la prohibition, posaient aussi de graves risques pour la santé. La commission royale chargée d'enquêter sur l'efficacité de la prohibition à Terre-Neuve et Labrador a évoqué ces risques. L'huile de fusel dans l'alcool de contrebande est une sérieuse cause d'empoisonnement, est toxique pour le système nerveux, provoque parfois la cécité et, dans le cas des femmes et des enfants, ses effets sont encore plus graves. La commission a aussi constaté que l'alcool frelaté et la dope avaient aggravé la violence durant la prohibition. Un autre effet néfaste apparaît quand on compare les chiffres de 1916 à ceux de 1920. En 1916, moins du tiers des personnes appréhendées avaient causé des désordres comparé à autour de la moitié de celles arrêtées en 1920. Autrement dit, la consommation de dope ou d'alcool frelaté crée beaucoup plus de désordres que l'usage d'alcool ordinaire. La contrebande a été une troisième stratégie pour alimenter le marché clandestin en alcool. De grandes quantités de rhum et de whisky ont été importés illégalement à Terre-Neuve depuis l'île voisine de Saint-Pierre durant la Prohibition. Ce problème était si répandu que la police locale s'est révélée incapable de le contenir. Une quatrième façon de se procurer de l'alcool était par le biais d'ordonnances médicales. Durant la Prohibition, les médecins étaient autorisés à prescrire de l'alcool pour des raisons médicales. Ils pouvaient gagner d'1 à 2 $ pour chaque ordonnance qu'ils rédigeaient. La Commission royale d'enquête a conclu qu'on avait abusé de cette pratique. La distribution d'ordonnances avait augmenté et une large part de l'alcool prescrit avait été consommée pour le plaisir plutôt que pour des raisons médicales. L'alcool obtenu par ordonnance a entraîné nombre d'arrestations. Ainsi, sur 63 arrestations pour cause d'ivresse et de désordre public du début mars jusqu'au 12 mai de cette année, 6 étaient liés à la dope, 9 à l'alcool frelaté et 27 à l'alcool obtenu sur ordonnance. Un nombre croissant de citoyens ont rapidement constaté l'échec de la prohibition. Les critiques affirmaient que la police ne disposait pas de ressources suffisantes et que la politique n'avait fait qu'aggraver le problème.
Il était trop facile d'obtenir de l'alcool, la contrebande et les alambics étaient en hausse, ainsi que les maux liés à l'alcool frelaté et aux autres boissons non réglementées. Même si les problèmes associés à la prohibition semblaient faciles à cerner, leur solution soulevait des débats animés. En 1920, deux groupes opposés ont soumis des pétitions au gouvernement. L'un réclamait une application plus stricte de la prohibition. L'autre, une levée partielle de l'interdiction de l'alcool. Richard Squires, qui avait remplacé Edward Morris comme premier ministre, a alors institué une commission royale en août 1920 pour évaluer la prohibition. Les commissaires ont déposé leur rapport en mai 1921. Ils étaient majoritairement critiques envers la prohibition et demandaient la suppression de l'interdiction de l'alcool. Pour empêcher la fabrication illégale de l'alcool, les commissaires ont recommandé que l'alcool frelaté et la contrebande soient encadrés par des règlements plus stricts et que la vente de l'alcool soit confiée au gouvernement par l'entremise d'une régie des alcools. Ce n'est qu'en 1924 que les recommandations de ce rapport ont été adoptées, quand une nouvelle administration, dirigée par Walter Monroe, a mis fin à la prohibition. Le gouvernement Monroe a aussi créé une régie des alcools qu'il a chargée de superviser la production et la vente des boissons alcooliques. Cette régie était le précurseur de la Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador.